samedi 11 octobre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, campagne low cost pour la présidence de l'UMP. Les trois candidats à la présidence du parti mènent une campagne interne à l'économie, même si vous le verrez que dans les faits, cela s'est traduit de façon très différente pour Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Des Kurdes rentrent au pays pour combattre les djihadistes et pour y rejoindre les Peshmerga qui combattent les djihadistes du groupe État islamique. La religion au programme des lycées turcs cette année. Avec la rentrée, les lycéens turcs ont inauguré une nouvelle réforme de l'éducation critiquée par de nombreux parents et enfants. Vous la découvrirez en détail dans cette émission. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Une campagne low cost pour la présidence de l'UMP. Après l'affaire Big Malion et les déboires financiers du parti, les candidats redoublent de vigilance et d'efforts pour jouer la transparence sur leurs dépenses de campagne. Reportage. La campagne pour la présidence de l'UMP bat son plein. À un peu plus de 50 jours de l'élection, les trois candidats déclarés multiplient les déplacements. L'heure est au low cost, d'autant plus que l'UMP, qui est surendetté, ne donne plus rien après avoir financé la bataille Copé-Fillon. Une campagne à bas coût donc, y compris pour Nicolas Sarkozy, adepte désormais des salles de moyenne capacité au décor sobre. Malgré tout, l'ancien président a plus d'argent que ses concurrents et peut compter sur les 200 000 € de l'association de soutien à son action présidée par Brice Hortefeux. Nicolas Sarkozy a l'habitude de dire lui-même dans les réunions internes, je pense qu'il faut qu'on renouvelle nos pratiques politiques et que les pratiques politiques dans les partis politiques du XXIe siècle, ce ne sont plus des tracts imprimés par le Centre national, envoyés dans les circonscriptions et boités par les militants sur le terrain. Il y a aussi ça, mais il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux. Le texte Facebook a été vu par 2 millions de personnes et comme il le dit lui-même, ça n'a pas coûté un seul timbre. Par ailleurs, il y a le site internet du candidat qui est très visité et dont nous avons fait une expérience qui était de mettre en ligne en direct la réunion de Vélizy et je crois qu'il y a eu autant de monde que pendant la campagne présidentielle. Chez Bruno Le Maire, comme chez Hervé Mariton, on estime que les coûts annoncés par l'équipe de Nicolas Sarkozy sont sous-évalués. Les deux outsiders de la compétition mènent, eux, une campagne plus économe, 100 000 à 150 000 € chez Bruno Le Maire, financée par son micro-parti. L'équipe de Bruno Le Maire est composée de 2 personnes rémunérées et d'une dizaine de bénévoles. Son QG lui revient à 1 700 € par mois. Bon marché pour un 3 pièces boulevard Raspail, entièrement équipé Ikea, souligne son directeur de campagne. Pour les transports, les trains sont gratuits grâce à sa carte de parlementaire et il conduit sa propre voiture quand les distances sont raisonnables. Quant à Hervé Mariton, le député de la Drôme a l'habitude d'en plaisanter. Sa campagne face à Nicolas Sarkozy, c'est David contre Goliath. Face à Bruno Le Maire aussi, puisque son budget prévisionnel est de 30 000 €, soit 3 fois moins que l'ancien ministre de l'Agriculture. Hervé Mariton a donc professionnalisé son système D. Aucun salarié, il s'appuie sur ses collaborateurs parlementaires, un stagiaire et une armée de bénévoles. Il n'a pas de local de campagne, ses troupes, c'est dans son appartement parisien qu'il les réunit. Et comme Bruno Le Maire, le train est gratuit pour lui en tant que député. Enfin, en région parisienne, c'est un RER qui le déplace. Il y aura bientôt 3 mois que Karwan Baban a quitté l'Allemagne avec son monospace, direction son Kurdistan natal pour y rejoindre les Peshmerga qui combattent les djihadistes du groupe État islamique. On voit tout cela dans ce reportage. Des combattants étrangers en Irak et en Syrie, une image qui devient courante. Mais ici, nous sommes de l'autre côté du front. Les combattants Peshmerga kurdes sont aussi là pour combattre les djihadistes de l'État islamique. Le colonel Karwan Baban a quitté son entreprise d'import de produits alimentaires à Düsseldorf, en Allemagne, pour retourner au Kurdistan irakien en juin dernier et rejoindre ses compatriotes lorsque le groupe État islamique s'est rapproché de la région.
J'ai quitté mon affaire, ma maison, et je suis monté dans une voiture avec ma famille il y a 3 mois pour rejoindre le combat contre l'État islamique. À côté de Peshmerga plus expérimentés, une génération de jeunes Kurdes qui a grandi à l'étranger vient aussi combattre dans un pays qu'ils ne connaissent à peine. Asa est un Kurde de 24 ans, il étudie aux Pays-Bas pour devenir assistant social et jouait au foot avec ses amis pendant son temps libre. Il a rejoint le Kurdistan irakien il y a quelques semaines, avec lui dans son téléphone une photo de la princesse Maxima des Pays-Bas. S'il a moins d'expérience que les Peshmerga qui sont ici depuis plusieurs années, il a l'avantage de connaître l'ennemi. Je sais qu'un de mes amis est aussi revenu, il est djihadiste pour l'État islamique maintenant. Je vois très bien quel est le style des gens comme lui. Ce sont des jeunes qui étaient comme moi aux Pays-Bas, mais ils ont subi un lavage de cerveau. Ils reviennent pour se battre pour une cause qui n'existe pas. Sans expérience, Asa a acheté son matériel tout seul et est parti au front, mais il reste confiant. Parce que je connais le type de personnes qui combattent pour l'État islamique, je n'ai pas peur d'eux. Je suis le même qu'eux, juste de l'autre côté du front, aussi sans formation. Je suis aussi venu sans rien, mais avec le temps, on gagne de l'expérience et on va les battre. Selon les services américains, 15 000 combattants étrangers sont en Syrie, dont 2 000 qui viennent de pays occidentaux. Pour les Kurdes en Irak, ces recrues venues d'Europe sont aussi cruciales pour tenter de repousser le groupe État islamique. Et puis cette année, avec la rentrée, les lycéens turcs ont inauguré une nouvelle réforme de l'éducation, critiquée par de nombreux parents et enfants. Selon les résultats obtenus à un examen de fin d'année dernière, certains élèves se retrouvent dans des lycées religieux alors qu'ils ne le souhaitent pas. On regarde tout cela en Turquie et avec ce reportage. Hacer entre au lycée, mais ce n'est pas la rentrée à laquelle cette jeune fille de 14 ans avait déjà rêvé. Elle a été affectée à l'Imam Hatip dans un lycée religieux de son quartier, en vertu de ses résultats nationaux d'entrée au lycée. Du coup, elle qui espérait faire des études de médecine va se retrouver dans un lycée où un quart du temps est consacré à l'étude du Coran, de la charia, bien loin des convictions de sa famille. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de ma fille. Elle aurait pu aller dans une faculté de médecine et elle va finir comme professeure de religion. Je m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas mettre le foulard, mais si on me force à couvrir ma tête, alors là, ça va poser un vrai problème. Ils sont 40 000 dans le cas d'Hacer. Selon le Centre de recherche sur l'éducation, le gouvernement islamo-conservateur de l'AKP a augmenté de 73% le nombre des écoles religieuses en 4 ans. Un chiffre que les milieux laïcs turcs interprètent comme une preuve supplémentaire de l'islamisation de la société. Si le gouvernement ferme les écoles d'enseignement général et les transforme en écoles professionnelles ou religieuses, il limite de fait l'offre en éducation générale et augmente celle en éducation religieuse. Du côté du ministère de l'Éducation, on rejette ces accusations, ajoutant même que l'augmentation du nombre d'établissements religieux ne fait que répondre à une demande croissante. Les imams Hatip ont toujours eu une place importante dans le système d'éducation turc. La plupart de nos élèves obtiennent des postes importants après leurs études. L'un d'entre eux a même été élu président de la République. Recep Tayyip Erdogan a été formé dans un imam Hatip comme celui dans lequel nous avons été autorisés à filmer. Dans ce lycée réservé aux garçons, le proviseur insiste, son lycée n'est pas une fabrique à imams, seule une partie des élèves va poursuivre des études de théologie, les autres seront ingénieurs ou avocats, avec un bonus, ils seront tous de bons musulmans. On leur délivre un bon enseignement du Coran, ils apprennent à mieux connaître l'islam et on leur apprend à vivre selon des critères moraux. Des hommes pieux dans un pays dont le niveau d'enseignement est moyen. Dans le dernier classement mondial sur l'éducation, le rapport PISA, la Turquie arrive en queue de peloton.
Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Après Paris et Berlin, un discours pro-entreprise à Londres. Manuel Valls a déclaré en anglais dans la City que son gouvernement était pro-business. Le Premier ministre français a qualifié le soutien aux investissements et à l'entreprise de conditions fondamentales au redressement économique de la France. Kobané est sur le point de tomber. Des combats de rue opposent encore les forces kurdes au groupe État islamique, dont la progression dans la ville syrienne a fait plus de 400 morts. Face à l'avancée des djihadistes aux frontières de la Turquie, Ankara juge désormais nécessaire une opération terrestre de la coalition internationale. Pas d'école par crainte d'Ebola. 3 parents ont refusé lundi matin de déposer leurs enfants dans une école de Boulogne-Billancourt à l'ouest de Paris en raison de la présence d'un élève récemment rentré de Guinée, pays touché par le virus Ebola. La température de l'enfant est cependant prise plusieurs fois par jour par une infirmière et à ce stade, il n'a pas de fièvre. Nouvelle frappe internationale près de Kobané, la ville syrienne assiégée par le groupe État islamique. Objectif des avions de la coalition, aider les forces kurdes à freiner l'avancée des djihadistes. Une bataille qui a provoqué des émeutes meurtrières dans le pays voisin, la Turquie. S'ils réussissaient à conquérir entièrement Kobané, les djihadistes auraient le contrôle d'une longue bande de territoire à la frontière syro-turque. 32 milliards de dollars, c'est selon la Banque mondiale le coût potentiel d'Ebola pour l'Afrique de l'Ouest d'ici fin 2015, si l'épidémie s'étendait hors des 3 pays touchés. Alors que le bilan humain est déjà de 3500 morts, l'inquiétude est montée d'un cran en Europe après la découverte en Espagne d'un premier cas ayant contracté le virus hors d'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé se veut malgré tout rassurante. Selon elle, le risque de propagation sur le vieux continent est extrêmement faible. Pour un membre de l'Académie Nobel, il est le Marcel Proust de notre temps, rien de moins. Le romancier Patrick Modiano a reçu le prix Nobel de littérature. C'est la 15e fois qu'un Français obtient cette distinction. L'art de la mémoire et l'univers fantastique de l'écrivain de 69 ans sont également salués. Toute son œuvre, traduite en 36 langues, est centrée sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale. L'écotaxe de nouveau suspendue. C'est la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui l'a annoncé afin d'éviter un nouveau bras de fer avec les transporteurs routiers. Ces derniers sont fermement opposés à ce dispositif de taxation des poids lourds. La nouvelle ne plaît en revanche absolument pas aux écologistes qui se disent déjà scandalisés. Elle est la plus jeune lauréate jamais consacrée par le Nobel de la paix depuis la création du prix en 1901. À 17 ans seulement, Malala devient l'icône mondiale du droit des filles à l'enseignement. La jeune Pakistanaise était d'ailleurs au lycée, à Birmingham où elle réside, quand la distinction lui a été décernée, conjointement avec l'Indien Satyarthi. Déjà 31 morts et 360 blessés depuis lundi soir. C'est le premier bilan officiel des violentes manifestations pro-kurdes, des manifestations pour dénoncer le refus d'Ankara d'intervenir pour empêcher la chute de Kobané aux mains des djihadistes de l'EI. L'article 1 du projet de loi sur la transition énergétique, enfin adopté à l'Assemblée, il prévoit la réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% à l'horizon 2025, une mesure votée dans un climat tendu après la suspension hier de l'écotaxe. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine samedi pour de nouvelles actualités. Sachez que jeudi 16 octobre, nous serons en direct à partir de 19h pour la conférence Apple, une keynote exceptionnelle où la marque à la pomme dévoilera depuis Cupertino de nouveaux iPads et peut-être, qui sait, une nouvelle télévision ou encore de nouveaux ordinateurs. On aura l'occasion de découvrir tout cela ensemble. Pour réagir, vous pouvez le faire sur Twitter, BigWebTVFR, pour également nous poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons en direct à l'antenne avec tous nos experts. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et puis moi je vous retrouve au plus tard samedi prochain.